Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous sommes en décembre, mais nous enregistrons pour le mois de janvier et je voulais donc vous présenter tous mes vœux. Et le principal sera que le pire ne soit pas sûr. Voilà. J'ai la joie de recevoir ce matin Dodnins de Janzac pour un livre qui s'appelle L'Hospice des jeunes, avec une grosse photo du lycée, d'un lycée. Et vous avez, monsieur, une épouse infirmière qui a eu une belle carrière médicale et qui, tous les soirs, bien sûr, racontait à son cher et tendre ses actions de la journée, ses joies et ses peines. Et vous avez eu tous les deux l'idée de prendre des notes. Et vous avez eu vous-même l'idée de rédiger, de faire ce livre pour témoigner. C'est un livre choc, chers amis. Je le subodorais, je le sentais, j'ai moi-même enseigné, donc je comprends bien tout cela. Mais votre constat est absolument dur et assez effrayant. C'est un lycée. Alors d'abord, parlons de votre épouse infirmière. Elle a eu une belle carrière, elle a connu tous les métiers de l'infirmière. Elle a travaillé dans différents domaines. Oui, tout à fait. Donc, ma femme, en fait, a démarré à l'hôpital. Elle a eu une longue carrière dans différents services de l'hôpital. Oui. Des soins de suite. Elle a même connu les soins palliatifs. Oui. Elle a travaillé également en tant qu'infirmière libérale, donc à domicile. Et en fin de carrière, ou en milieu fin de carrière, elle s'est posé la question d'un changement en fait, d'orientation et de devenir infirmière scolaire. Oui. Et ce qui lui a permis de recevoir ses petits-enfants pendant les vacances. Ce qui est bien compréhensible. Ce qui fait qu'elle a eu un champ d'exposition très important. Elle a tout connu, presque tout connu de cet exercice. Oui, tout à fait. Alors, à un moment, elle avait même postulé pour travailler dans une prison. Bon, ça ne s'est pas fait. Elle a l'âme aventureuse. Voilà, exactement. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Mais elle a jeté son dévolu sur le lycée, ne connaissant rien au monde de l'éducation nationale, hormis qu'elle avait été effectivement parent d'élèves, comme nous tous, et qu'elle avait suivi la scolarité de ses enfants. Mais donc, un beau jour, elle débarque effectivement dans un lycée pour prendre en charge l'infirmerie du lycée. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que ces postes antérieurs lui donnent quand même une grande expérience et qu'elle peut voir que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. On va tout de suite le dire, le nombre de fonctionnaires qui n'ont jamais vu un élève à l'école, le nombre de fonctionnaires à l'hôpital qui n'ont jamais vu un malade, c'est un budget dans le salariat et de l'hôpital et de l'école qui est considérable. Oui, et sa grande surprise, il y a eu effectivement, elle a trouvé pas mal de similitudes entre ces deux milieux qui sont un peu des milieux malheureusement en perdition. Voilà, il faut quand même le dire. Comme par hasard, oui. Et donc, si je parle un petit peu de l'hôpital, donc tout le monde le sait, mais en gros, on manque d'infirmières qui sont très mal payées, on manque de médecins. Et or, 40% des effectifs de l'hôpital sont des effectifs administratifs. Et quand vous regardez la masse salariale, c'est plutôt 50%. Donc ça veut dire qu'en plus, ces gens-là sont les mieux payés. Oui, ce qui est complètement hallucinant. Ils ont des horaires très confortables et
notamment à l'hôpital. Enfin, je veux dire, les horaires des médecins et des infirmières, c'est quand même une décadence infernale. Et non, le type qui arrive à 9h et qui va repartir à 6h est mieux payé que l'autre. C'est quand même d'une injustice, faut le dire, parce qu'on n'arrête pas de parler de justice. Voilà, donc quand on regarde les économies, on nous met toujours en avant effectivement le nombre d'infirmières, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, Alors ça a une autre conséquence, parce qu'on a l'impression, parce que ce raisonnement est valable pour d'autres domaines. À l'université, le nombre de fonctionnaires est énorme, mais dans tous les domaines, y compris politique. Le nombre de gens dans les bureaux qui doivent tout simplement justifier leur salaire en inventant des trucs abscons, c'est considérable. Oui, alors on pourrait dire qu'une bonne partie ne savent pas grand-chose, mais c'est même pire que ça. Oui. C'est qu'une bonne partie sont même nuisibles, parce que pour justifier leur salaire, alors maintenant j'en vais revenir un petit peu à l'éducation nationale, oui. Mais l'éducation nationale, les chiffres... Si j'ai bien compris, en fait, vous avez à peu près plus d'1 million de professeurs, ou un peu moins d'1 million de professeurs, mais vous avez également 220 000 administratifs qui, dans les ministères et dans les rectorats, qui ne voient jamais un élève de l'année. Et quand, suite à malheureusement une baisse démographique, on demande effectivement de diminuer le nombre de professeurs, on ne diminuera jamais le nombre d'administratifs. Ceux-là, ils ne bougent pas. Non. Et pour justifier leur salaire, en fait, tous les professeurs vous le disent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent sur les programmes, donc ils n'arrêtent pas de changer les programmes, et ils rajoutent des réunions et de la charge de travail aux professeurs qui n'ont pas que ça à faire, malheureusement. La maladie de la réunionnite. Exactement. Et la maladie de tout changer tout le temps, ce qui est une maladie très contemporaine et pas propre à l'éducation nationale, mais qui est quand même dramatique. Là, je disais donc, nous sommes en décembre, vient de sortir les conclusions d'une convention citoyenne de 130 personnes, 130 citoyens, puisque nous sommes en République, 130 citoyens qui ont pondu 20 propositions. Et la première de ces propositions, c'est diminuer l'heure. 60 minutes, c'est trop pour une élève, et il faut que ça soit seulement 3 quarts d'heure. Et puis, il propose la suppression du mercredi. Ça, c'est aussi parce que les élèves sont trop fatigués, beaucoup trop fatigués. Alors, c'est peut-être le biais par lequel nous allons commencer votre description d'Amine de Janzac, parce que vous allez nous parler des papes et des projets d'accord, tous ces plans d'accompagnement personnalisés pour venir en aide à certains enfants dans une classe. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça ? Oui, alors en fait, ça c'était une grande surprise de mon épouse quand elle a débarqué dans l'infirmerie scolaire, c'est que à son travail normal en fait d'infirmière, c'est rajouté tout un travail administratif de gestion de ce qu'on appelle les PAI, PAP, dont l'inflation n'a fait que se confirmer année après année. Qu'est-ce que c'est qu'un PAI ? Alors, c'est les plans d'accompagnement personnalisés ou plans d'accompagnement individuel. Et ce sont des plans qui permettent à des élèves qui ne vont pas bien d'obtenir des dérogations, sur, comme par exemple des tiers-temps. C'est-à-dire 30% de temps en plus pour les examens, etc. Ou pour accompagner un traitement médical qui peut avoir une influence sur les cours, la venue à l'infirmerie ou autre. Et même sur les examens. Et surtout et souvent sur les examens, oui, absolument. Et il y a toujours eu des élèves qui n'allaient pas bien. Et donc ces plans ont un fond qui est justifié. Il y a toujours eu. Il y a quand même une surabondance de gens qui ne vont pas bien aujourd'hui. Il faut quand même bien le dire, entre une classe d'aujourd'hui et une classe d'il y a 50 ans, il y a un appauvrissement de la santé des enfants qui est considérable, pour des tas de raisons. Oui, alors on reviendra sur les raisons, mais
un des drames, en fait, de cette inflation, c'est que ces plans sont quasiment des plans à vie, du moins qui vont durer pendant toute la vie scolaire. Oui, oui. Et donc, un élève qui peut en avoir besoin à un moment donné, et ça, c'est absolument justifié, la reconduction de ces plans fait que ça nourrit une certaine inflation et ça nourrit aussi une certaine discrimination entre les élèves. Parce que entre ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas, quelles que soient les raisons, même si ces raisons étaient valables il y a 5 ou 10 ans, ben ça fait une distorsion du système et ça contribue en fait à une inégalité qu'on peut le retrouver jusque dans les concours des grandes écoles. Non, puis donner à un enfant des béquilles, normalement les béquilles c'est pour un temps donné, ça n'est pas pour 15 ans. Alors bon, normalement ils sont revus tous les ans, mais la reconduction est presque automatique. Est quasi automatique. Ouais, bon, elle n'est pas dans les écrits. Mais... Et par contre, il y a une réflexion très juste. L'enfant vraiment handicapé qui est dans une classe, qui a un agent qui est à côté de lui pour l'aider, là, n'a pas forcément le soin qu'il devrait avoir, mais c'est plus facile de mettre un enfant dans une classe normale, pas du tout adaptée à son problème, que de créer c'est plus facile. Des classes spécialisées. C'est plus facile et ça coûte moins cher. Voilà, ça coûte moins cher, vous avez dit le mot. Alors, on est effaré quand même parce que cette infirmière a tout de même 20 000 consultations dans l'année, ce qui est énorme. Et avec des tas d'histoires absolument effrayantes. Alors, elle classe les gens dans des catégories marrantes. Il y a les fumistes, il y a les vrais malades, il y a... Oui, en fait, c'est un tableau à 2 dimensions. Bon, ça, c'est un petit peu l'ingénieur qui parle aussi. Hein. Donc, vous avez effectivement des élèves qui sont malades et des élèves qui ne sont pas malades. Oui. Et puis, vous avez la perception qu'ils en donnent. C'est-à-dire que certains sont agonisants et d'autres ne sont non agonisants. Oui, absolument. Donc, un malade agonisant, c'est effectivement un élève qui est souffrant. Un malade non agonisant, là, ça existe aussi. Et ça, c'est souvent des élèves qui sont anxieux et il peut y avoir des raisons derrière et ça vaut le coup de creuser. Alors, après, vous avez l'élève qui est non malade et non agonisant. Bon, ça, c'est l'élève studieux, et celui qu'on verra peu à l'infirmerie. Puis, vous avez une dernière catégorie qui a toujours été présente, mais qui est particulièrement prégnante de nos jours. C'est l'élève qui n'est pas malade, mais qui se voit agonisant, et ça s'appelle un fumiste ou un tiroflant. Absolument, absolument. Oui, puis ou tout simplement le gamin dont la mère est un peu folle et qui voit jamais que son fils fait une comédie et qui augmente des symptômes qui sont pas quand même très graves. Mais ce qui me frappe, moi, c'est l'anxiété de beaucoup de ces enfants. Je trouve que c'est assez effrayant. Oui. Alors, l'anxiété, il y a des tas de raisons à cette anxiété. Il y a beaucoup de mamans solitaires, de mamans seules. Et alors, on pose la question, est-ce que éduquer un enfant seul, c'est si facile que ça et si bon pour l'enfant ? Les preuves. Alors, malheureusement, ça, c'est un des grands drames, effectivement, de l'éducation d'aujourd'hui. C'est que dans une classe, par exemple, de 30 élèves, vous pouvez avoir, en fait, 20 élèves de mamans solo ou de couples séparés ou recomposés. Parce que recomposés, ça présente aussi d'autres problèmes. D'autres problèmes, bien sûr. Oui. C'est pas toujours, hein, attention. Et en fait, il faut aussi mettre un petit bémol, c'est-à-dire que ça présente toujours des problèmes au moment de séparation. 4 ou 5 ans après, ça peut redevenir pas normal, mais quasi normal. Mais il y aurait eu quand même des années difficiles pour l'enfant, quoi qu'on en pense. Et puis vous parlez de cette maman solo qui est seule dans la vie, son mari est mort, elle est polonaise, elle a un cancer, et à ce cancer se rajoute la peine de laisser son fils sur terre sans soutien, et là, il faut trouver vous lui proposez une famille, et c'est assez magique, je dois dire, ce moment. Ça tient du conte de fées. Et Dieu merci, elle s'en sort et tout rentre dans l'ordre.
Mais le problème de la maman solo, et certaines grandes journalistes, je me souviens d'une grande journaliste, je ne vais pas la citer, mais le Paris Match avait fait la couverture sur elle. Et elle disait, j'ai fait un enfant toute seule. Oui. C'est quand même la bêtise incarnée. Ah bah, ouais. Quand même. Non, mais les gens ne se rendent pas compte. Alors, je vais quitter un tout petit peu le domaine de l'éducation nationale, mais oui. Cette inflation en fait de couples monoparentaux, en fait, ça a une autre conséquence pour l'économie. Oui. Ça a une énorme conséquence sur le logement. Et ça, personne ne le dit. On parle aujourd'hui de crise du logement. La principale facteur de la crise du logement, c'est la séparation des ménages. Bien sûr. Il faut le double de logement. Il faut le double de logement. Pareil pour l'écologie, parce que si vous n'aviez qu'une seule voiture pour la famille, il en faudra deux. Si vous n'avez qu'un seul lave-vaisselle, il en faudra deux frigidaires. Ça, l'écologie, ça, je m'en moque un peu, mais le problème du logement, surtout à une époque où le logement est très cher, on ne voit pas très bien comment une femme avec un petit salaire peut s'offrir un appartement. Donc, et en théorie, normalement, le loyer, trop cher. En théorie, normalement, pour une famille, une famille séparée, il faut une chambre pour les enfants des deux côtés. Oui, je sais. Sinon, le père n'a pas le droit de recevoir ses enfants. C'est encore un fonctionnaire qui a décidé ça. Voilà. Alors qu'il pourrait coucher dans le salon et l'enfant dans sa chambre. Non, il faut une chambre. Et c'est ces enfants qui sont ballottés, en fait, un week-end sur deux, la moitié des vacances, etc., oui, puis de toute façon, ils sont dans la peine. Ils sont dans la peine. Alors, il y a ces mamans solo, mais il y a aussi un mode de vie effrayant. On a nommé ces tablettes, ces Internet, ces téléphones qu'on leur donne beaucoup trop tôt, sur lesquels ils passent un temps fou. Oui, alors l'écran, c'est une addiction. C'est une addiction. C'est une addiction, il faut le présenter comme ça. Oui. Tout n'est pas jeté dans les écrans, parce qu'on arrive dans une société numérique, mais il y a une différence en être esclave du numérique, être consommateur du numérique, ou être acteur du numérique. Et il y a aussi le problème du temps. Si vous pratiquez Internet à 40 ans, il y a moins de dégâts que si vous le pratiquez à un moment où vous devez apprendre à lire et à écrire. Oui. Et là c'est effrayant. Parce que nous avons tous, rappelez-vous votre enfance, moi j'avais l'interdiction de lire au lit. Donc, mais comme j'étais au bout de l'appartement, personne ne m'embêtait. Donc, je prenais ma lampe électrique, je me mettais sous les draps et je lisais. Je lisais pendant 1 heure, je pense que je devais tomber de sommeil après. Mais le temps qu'on passe à la lecture, c'est quand même un temps plus intelligent que celui passif que l'on passe à regarder. Oui, parce que quand vous recevez en fait un écran... Oui. C'est en fait de la lumière que vous recevez dans les yeux. Oui. On vous envoie de la lumière dans les yeux. Oui. Alors que la lecture, c'est vous qui allez chercher l'information dans le papier ou dans le livre. Oui, puis bon, ça donne des enfants qui n'iront pas, qui n'iront jamais. Alors, c'est dramatique. Et en plus, c'est très mauvais pour le sommeil. Oui. Quand on s'endort avec des écrans, bon, ça tous les médecins vous diront, ça vous excite et ça ne plaide pas en fait pour vous endormir du sommeil de juste. Oui, absolument. Non, puis c'est dramatique de soustraire ce temps où l'on doit lire pour le donner à la machine. C'est les parents qui donnent des tablettes à leurs enfants sont quand même des parents dangereux. Et il y a un autre phénomène aussi, c'est les réseaux sociaux. Dans les tablettes, vous avez les réseaux sociaux. Et on voit beaucoup d'adolescents qui s'épanchent sur les réseaux sociaux, qui racontent toute leur vie sur les réseaux sociaux et qui vont chercher sur les réseaux sociaux les réponses à leurs problèmes, à leur mal-être. À leur mal-être. Et ça donne une image de la société qui est une image très négative parce qu'on ne voit que ça. Ceux qui sont heureux ne vont pas s'épancher sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et ça donne cette espèce de mode effrayante qui obéit aux influenceurs et aux influenceuses qui sont quand même de sacrées poupées. Faut les voir maquillées comme
comme des camions, comme l'on dit, dès le matin, et ce qui fait que les filles arrivent maquillées. Elles n'ont pas pris le petit déjeuner, dit notre infirmière, mais elles ont passé 10 minutes à se maquiller. Alors que le maquillage, c'est quand même pas une activité de petite fille. Et puis, ces modes absolument effrayantes, devant lesquelles on ne peut rien, parce que c'est la mode. C'est la mode. La dictature, effectivement. Et donc, si tous les autres le font, pourquoi je ne le ferais pas ? Donc, aucune grand-mère ne peut résister à ce raisonnement. Non, et la solution, tout le monde la connaît, mais personne n'ose l'appliquer. C'est le retour de l'uniforme à l'école. C'est le retour de l'uniforme à l'école. Et là, vous mettez, vous redonnez de la cohésion dans votre classe, parce qu'il y a quand même aussi des problèmes de cohésion dans la plupart des classes. Oui. Les élèves sont de plus en plus diverses. Pas uniquement... Et donc la différence devient très, très, très importante. Voilà. Et la différence, quoi qu'on en dise, ça pose des problèmes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez, c'est l'individualisme à l'outrance et qu'on exacerbe. Et puis, tout le monde n'est pas armé de la même façon pour gérer cet individualisme. Absolument. Et notre infirmière le dit bien aussi, les enfants ne se connaissent pas dans la classe. Il n'y a pas de... Ils peuvent passer, donc ça fait combien de mois de scolaire 8-9 mois. 8-9 mois, une grossesse. Et en fait, il n'y a pas de cohésion dans la classe. Et ça, c'est très dommage. Oui, et alors ça a été amplifié récemment, si j'ai bien compris, par le système des options. C'est-à-dire qu'on a supprimé en fait les sections, les classes avec des sections particulières pour mettre des options à la carte. Du coup, vous n'avez pas forcément les mêmes camarades suivant les options que vous avez choisies. Oui. Et donc, en fait, il manque clairement une cohésion dans les classes, et même 30... Pour une cohésion, c'est peut-être un peu trop. D'où le fait qu'il y ait des petits groupes beaucoup plus petits. Enfin, c'est un peu une préconisation. Ça n'a pas été adopté malheureusement, mais je pense qu'il faudra y venir, que les gens se connaissent mieux, même s'ils viennent d'horizons complètement diverses. Mais beaucoup, par exemple, ne parlent jamais de leurs vacances. Et alors que... quelquefois pour la bonne et simple raison qu'ils ne partent pas en vacances. Certains ne partent pas en vacances, d'autres vont partir au ski. Et d'autres ne peuvent pas raconter où ils sont allés parce que ça provoquerait des jalousies. Alors, notre infirmière propose des solutions. Elle dit il faut organiser des activités communes, il faut organiser des chorales, il faut des clubs cinéma, il faut organiser des tas de choses. Et ça ne vient pas dans la tête de la structure. Non, la chorale, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, la chorale. Et là, il y a effectivement une certaine cohérence qui arrive, une certaine cohésion. Une cohésion et une amitié. Et une amitié. Et puis chanter, ça rend heureux. Absolument. Parce qu'on sort de soi-même. Bien sûr. C'est une des réflexions de cette infirmière, c'est de souligner la solitude de certains enfants. Oui. Une solitude absolue. Absolue, avec des mères qui travaillent toute la journée, qui rentrent dans des maisons vides et qui n'ont même pas d'amis en classe, parce que se faire des amis, c'est pas donné à tout le monde. Non, puis en plus, on leur a pas appris, à cultiver leurs relations. Ouais. Ils ont été ballottés en fait de classe en classe, d'établissement en établissement. À chaque fois, il faut recommencer. À chaque fois, il faut recommencer, oui. Et le système actuel ne génère pas cette cohésion. Et un enfant ne peut pas vivre sans amitié. Absolument. Et puis alors, il y a des problèmes graves, des problèmes d'obésité, la nourriture qui est absolument effrayante, des problèmes psychologiques, d'anorexie, graves. Surtout chez les filles. Surtout chez les filles, oui, je sais bien. Des problèmes comme la scarification. Ouais. Là, ça devient grave. Et puis le problème
principal, j'ai envie de dire, c'est la consommation de substances, de drogue, de tout ordre, de tous ordres. C'est pas nouveau. Hein, le cannabis, c'est... Le cannabis existait déjà quand j'étais au lycée, mais pas dans les jeune, proportions. C'était il n'y a pas longtemps, mais... Quand même. mais effectivement... Ah oui, mais vous étiez dans quel coin, dans quel quartier? J'étais dans un lycée de région, à Pau. Mais, moi, je suis plus vieille que vous, et non, dans mon temps, c'était pas... c'était quand même beaucoup plus restreint. Mais je connais des enfants qui ont aujourd'hui 40 ans, qui en effet, dans les bons lycées, dans les bons endroits, avaient ces soucis-là. Mais et de tout. C'est des drogues légères, c'est quoi? C'est du cannabis? Il y a un peu de tout, hein, parce que maintenant il y a des drogues chimiques qui sont complètement extra-naturelles, mais qui simulent un peu les mêmes effets que les drogues à base de plantes. Oui. Mais la profusion est manifeste. Donc c'est un énorme business, d'ailleurs, qui échappe complètement à l'économie. Et vous avez dans tous les lycées, quel que soit le niveau du lycée, vous avez des revendeurs de drogue. De drogue. Et c'est pas possible de les déterminer et de les exclure, de les remercier. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, on n'est quand même pas obligé de supporter un vendeur de drogue dans un établissement. Non, mais généralement, ils sont exclus de leur lycée, ils arrivent dans un autre lycée. Donc, des élèves qui arrivent en cours d'année, méfiance. Oui. Oui. Alors, il y a la drogue, et puis il y a... Et puis bon, là, il y a tous les autres... Ah oui, il y a un autre gros problème quand même, c'est, j'ai envie de dire carrément, en appelant les choses par leur nom, l'activité sexuelle, avec des troubles chez les filles comme chez les garçons. Alors, chez les filles, ça se traduit par la prise de la pilule. Elles en prennent trop ou pas assez, enfin bref, tous les problèmes. Les peines amoureuses qui ne sont pas en état de supporter parce qu'ils sont trop jeunes. Ce qui est quand même d'une tristesse absolue, oui, parce que, en fait, d'imposer à un garçon de 14 ans une peine amoureuse. Et alors, ce livre est vraiment délicieux parce que votre infirmière répond merveilleusement. Tu en trouveras d'autres et elles ne te méritent pas. Et il faut que tu te fasses des amis d'abord, des amis garçons. Elle mérite des diplômes de psychologie. Enfin, c'est ça qui rend le livre très très joli, parce que en le lisant, on a quand même envie de se flinguer. Excusez-moi, mais c'est quand même un portrait assez noir. Mais sa gentillesse et son bon sens, son humanité font qu'on croit que les choses peuvent s'améliorer. Mais il faut quelqu'un qui parle, il faut quelqu'un qui... C'est d'ailleurs, ça devrait être le travail de la mère. En fait, l'infirmière devient la mère de tous ses enfants. La mère ou la grand-mère, oui. La mère ou la grand-mère, oui, absolument. Ouais. Bon, on reste mère très longtemps, vous savez. On est toujours mère des enfants qu'on rencontre. En fait, ils n'entendent jamais une parole sensée. Non, ils viennent la chercher d'ailleurs. Ils viennent la chercher, c'est ça. Ils viennent la chercher, donc, parce qu'ils ont besoin de cette autre parole bienveillante qui ne les juge pas. Oui. Ça, c'est très important. Oui, hein. oui. Non, mais on n'a pas besoin de les juger, les catastrophes sont tellement visibles que... Mais qui essaye de leur faire comprendre comment ça devrait se passer. Alors, si je reviens sur, entre guillemets, l'éducation sexuelle à l'école, etc., avant ça, on a parlé des écrans. Mais derrière les écrans, il y a la pornographie. Il y a la pornographie, oui, bien sûr. Et donc, il faut bien le dire, oui. La première, en fait, malheureusement, pour la plupart de ces jeunes, la première immersion dans ce monde d'adultes,
c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Et pour eux, malheureusement, c'est une norme et personne ne leur dit que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est traumatisant. Et c'est traumatisant. Le deuxième point, c'est beaucoup passent par ce que eux croient être de l'amour sans être passés par l'amitié. Oui. Donc, ils ont sauté une étape. Oui, oui. Et d'où les catastrophes, et après, bon, il y a toute la connaissance, comment fonctionne mon corps, etc. Et là, on tombe des nues, hein, ils ne savent rien. Non, ils ne savent rien. Puis on leur a pas fait lire La Princesse de Clèves. Donc, non, si vous voulez, on leur a pas fait comprendre. On n'a pas fait comprendre aux filles qu'elles peuvent résister, qu'elles peuvent dire non. Non, la notion de consentement. On n'a pas expliqué aux hommes qu'il faut se tenir, savoir se tenir, et se tenir, ça veut dire respecter une femme, une fille. Le problème, c'est que faut quand même bien lâcher le morceau. Il y a quand même des sociétés dans ces écoles de la banlieue parisienne qui répondent pas à ces codes. Une fille est à prendre, elle est à violer, et ça arrive dans les établissements. Vous n'en parlez pas là, mais il y a des établissements où il se passe des choses bizarres dans les toilettes. Donc, très intéressant d'ailleurs d'aller faire un tour dans les toilettes. Enfin, c'est ce que faisait ma femme, parce que les dessins qui sont sur les murs, la façon, etc. Et ça, les proviseurs n'y vont jamais. Ouais. Donc, c'est révélateur de la norme que certains essayent et puis de l'obsession. De l'obsession, il faut quand même bien le dire. Hein. De l'obsession. Ils sont... Et derrière ça, l'étape suivante, malheureusement, pour certains, ça commence à arriver au lycée, et c'est très présent en université, c'est la prostitution. Oui. Alors ça, c'est aussi les réseaux Internet. Voilà. Les filles qui n'ont pas assez d'argent et qui vont commencer par se déshabiller à l'écran, puis après qui vont rentrer dans des réseaux. Et après, c'est une spirale, elles deviennent des escort girls, etc. Oui. Non, mais tant que notre société continuera à faire de l'éducation sexuelle et non pas affective, parce que c'est marqué éducation sexuelle et affective, mais il n'y a rien pour l'affectif. Et puis, qui est capable de faire une éducation affective? Ce sont les parents. Ce sont les... ou les... Oui, Hélène, vous avez tout à fait raison de dire que c'est le rôle des parents. Il y a un autre problème aussi que m'a rapporté en fait notre infirmière, c'est que il y a de moins en moins d'enfants, mais ces enfants arrivent de plus en plus tardivement. Oui, alors donc les parents sont de plus en plus âgés. J'ai bien aimé. Là, ça m'a agacé un peu parce que moi, j'ai accouché assez tardivement et je n'ai pas eu l'impression que mon énergie avait diminué, voyez-vous. Mais d'ailleurs, on la trouve... C'est pas diminué, c'est dépassé. On la trouve encore... non, vous savez, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème généralisé de faiblesse. Et puis aussi parce que l'autorité est dévalorisée. Mais quand vous avez de l'énergie à 20 ans, vous l'avez à 35 ans et vous l'avez encore à 80 ans, je peux vous le dire. Non, c'est... D'accord. Mais cela dit, je crois que les parents âgés aujourd'hui sont moins forts et énergiques qu'ils n'étaient il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Probablement, ouais. Il y a une espèce de descente généralisée, mais vous avez raison, elle a raison, les parents sont complètement dépassés. Ouais. Et puis il y a le fait, on revient aux familles monoparentales, les mères ou les pères seuls ne veulent pas affronter leur fils parce que sinon ils ou elles vont perdre l'amour du petit garçon. Exactement. Alors que donc on lui offre tout et c'est un très mauvais cadeau. Oui, donc, absolument. On lui offre tout parce qu'on a peur de perdre son amour. Absolument. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui un jour fait une grosse bêtise et en effet, je devais être fatiguée ce jour-là et je ne dis rien et il me dit « Mais maman, tu ne m'engueules pas? Tu es malade ?» Je trouvais que c'était très joli. Non, vous avez raison, il y a beaucoup de parents qui sont complètement dépassés et là, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et bon, ils ont des excuses. Hein, ils sont, oui, bien sûr, mais ils sont crevés par le boulot. Bon, il y a aussi le problème de la femme au travail. J'ai l'habitude de dire que l'éducation d'un enfant, c'est conduire un 20 tonnes.
J'ai jamais conduit de camion berlier, mais enfin, c'est costaud. Et elles peuvent pas à la fois mener une carrière professionnelle compliquée, dure, fatigante, psychologiquement et physiquement, et rentrer à la maison et être solide au poste. C'est pas possible. Alors, pas possible. C'est compliqué, disons. C'est sûr, c'est compliqué, mais on ne fait pas un enfant tout seul. Normalement, on fait à deux. Oui. Le problème des femmes qui sont solitaires, c'est que le père n'est plus là pour dire les choses. Et l'absence des pères est aussi un problème. L'absence des pères. L'absence des pères et dans l'éducation. Et la suppression de l'autorité des pères. Exactement. Suppression de l'autorité des pères, bon, il y a eu des très beaux livres sur la suppression des pères, et c'est ce que j'ai abordé dans un petit livre qui s'appelle « Cessez de nous libérer », et où on a analysé, Stéphanie Bignon et moi, tout ce que ce travail des femmes entraîne de catastrophes. Et tant que ça ne sera pas dit et redit, on aura toujours ces problèmes d'enfants. Mes propres filles travaillent, enfin pas toutes, oui. Mais elles arrivent à concilier, mais c'est des familles qui... Oui, il y a un père. Il y a un père. Et puis je suppose qu'elles ne partent pas à 8h du matin pour rentrer à 7h du soir, et que les enfants ne sont pas à la crèche toute la journée. Voilà. Donc il y a manière et manière, si exactement. Vous voulez. Aujourd'hui, on a mis les femmes au travail pour augmenter le PNB de la famille, les gains de la famille, pour pouvoir avoir une cuisine toute neuve à 30 ans, pour avoir une belle bagnole, pour avoir des belles vacances. Alors malheureusement, c'est aussi pour avoir un logement. Et puis pour avoir un logement, puisque les prix d'abord pour avoir un logement, puisque les prix sont énormes. Et ben voilà, on a sacrifié tout ça on a sacrifié les enfants qui s'élèvent tout comme ils peuvent, tout seuls, dans un coin. Et je pense qu'on gagnerait, alors ça c'est une réflexion, mais on gagnerait en fait à avoir une école de parents, parce que ça s'apprend aussi d'être parent. Et beaucoup font des enfants, mais ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'éduquer un enfant. Et oui, enfin... Je ne sais pas. Hein, il faut aussi l'école du bon sens. Alors si vous voulez... Non, quand les parents sont crétins, ils sont crétins. Il n'y a rien à... Ne pas comprendre que élever un enfant, c'est lui donner du temps et de l'amour, et que vous ne pouvez pas élever un enfant en le voyant 2 heures le soir et 3/4 d'heure le matin, c'est pas possible. Excusez-moi, je suis radicale, mais j'en peux plus de toutes ces... De ce leitmotiv, de cette façon de pousser les gens à gagner de l'argent. Non, le problème n'est pas de gagner de l'argent, le problème c'est de ne pas le dépenser. Et si on fait ça, tous nos parents n'avaient pas d'argent. Nos parents, il y avait un seul salaire. La maman ne travaillait pas, le père travaillait, et l'astuce de la mère et le travail de la mère, c'était de dépenser le moins d'argent possible. Et maintenant, ils travaillent tous les deux et ils s'amusent à dépenser le plus possible. Vous voyez ? C'est totalement... C'est un problème de bon sens. Alors c'est pour ça que je vous dis, l'école dans laquelle que vous voulez organiser, l'école des parents... D'ailleurs, il y avait une association qui s'appelait l'école des parents. Ou une émission de télé. Peut-être, je sais. C'est une expression que j'ai déjà entendue. Enfin bon, c'est une réflexion parmi d'autres. Ouais. Non, mais ça, ce sont des problèmes de société généraux qui retombent sur l'enfant. Absolument. Et qui retombent sur l'éducation nationale aussi. Et qui retombent sur l'éducation nationale, bien sûr. Mais oui, et vous dites qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a plus beaucoup d'hommes dans l'éducation nationale. Et pourquoi ? Comme professeur ou Comme prof, oui. Probablement les salaires. Je pense que dans la société où l'on vit, un homme ne peut pas faire vivre sa famille avec un salaire d'enseignant. Ouais. Donc, une société qui ne considère pas ses enseignants comme une partie très importante du pays se trompe. Ouais. Et pourtant, le budget de l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. Enfin, il va peut-être être dépassé par la dette dans pas longtemps, malheureusement. Mais donc, où va l'argent ? On peut aussi se poser cette question-là. Où va l'argent ? Vous l'avez dit, dans les 40% de fonctionnaires qui sont un peu en trop dans les bureaux. Mais
Voilà. Et puis, pourquoi oui, mais toutes ces professions se sont féminisées. Les avocats aussi sont devenus des femmes. Les médecins. Les médecins. Ouais. Alors, où sont les hommes? Dans l'informatique. Dans l'informatique. Dans les métiers manuels. Les métiers manuels, c'est-à-dire que vous avez les serruriers, les maçons, les garagistes. Oui, ça reste, oui. Ça reste. Et c'est des métiers, d'ailleurs, qui ne vont pas disparaître avec l'intelligence artificielle, alors que... Oui, le reste, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, vous abordez là le problème des séances de formation, d'orientation dans les écoles. Et notre infirmière dit que on leur présente des métiers qui sont très très loin d'eux, mais par contre, on leur présente pas tous les métiers manuels, ce qui est une erreur. Non, c'est et puis en plus, une grosse erreur. Je pense que ces métiers ont de l'avenir. Bien sûr. On aura toujours besoin de ces gens-là. Et ces métiers vont gagner de plus en plus d'argent en plus. Oui, absolument, ils sont les maîtres. Ils sont les maîtres. Oui, ils sont les maîtres, oui, absolument. Essayez de faire venir votre maçon pour moins de 50 €, vous y arriverez. Pas votre maçon, votre plombier pour moins de 50 €, vous n'y arriverez pas. Non, ça c'est pas. Alors qu'une infirmière à domicile, elle sera payée 14 € par la... Ah oui, non, ne m'en parlez pas, c'est un cauchemar. Terminons sur une note positive. Ces écoles arrivent à sauver des enfants et à les faire progresser. Et le concours général en est une preuve. Absolument. Et donc, il y a des élèves studieux. Alors, ceux-là ne vont pas beaucoup, effectivement, à l'infirmerie, mais ils peuvent quand même y aller dans le cas d'une urgence, d'une entorse ou autre. D'un doigt coincé dans une porte. D'un doigt coincé dans une porte ou d'une gastro, parce que ça existe. Et donc, l'élite de l'élite passe ce qu'on appelle le concours général. Et alors, il y a les lauréats, mais même ceux qui sont présentés sont quand même d'un très bon niveau. Donc, les professeurs arrivent effectivement à, entre guillemets, sauver un certain nombre d'entre eux. Et une réflexion que se posaient les professeurs et aussi notre infirmière, c'est quel est le point commun entre tous ces élèves? Est-ce que c'est le milieu social? Non, ce n'est pas le milieu social, quoi qu'on en pense. Non. Bien sûr, ça aide à un bon milieu social, sûr. Mais c'est pas ça. Vous avez des élèves issus d'un très bon milieu social qui ne feront jamais rien. Et ça a toujours existé, quelles que soient les époques. Est-ce que c'est l'argent? Non plus. Et parmi, ils ont trouvé en fait 3 catégories. Il y avait effectivement les enfants de la, entre guillemets, petite bourgeoisie catholique, souvent issus de familles nombreuses. Oui. Vous aviez une autre catégorie. Qui vit selon des rites traditionnels bien ancrés, mais enfin avec un minimum d'exigence ou un devoir d'exigence. Oui. Puis vous avez une autre catégorie assez présente dans ces candidats au concours général, ce sont les enfants de professeurs. Oui. Donc ça a toujours existé. Mais ils travaillent mieux que les autres, ils connaissent les codes. Ils connaissent les codes, etc. Oui. Et puis, à la grande surprise, effectivement, générale des professeurs, vous avez également certains élèves, je dis bien certains, pas tous, issus de l'immigration, mais pas n'importe quelle immigration. Parce que quand on parle de l'immigration, généralement, on oublie de mettre un S à immigration. Bien sûr, oui. Et là, en l'occurrence, dans ce lycée, mais c'est vérifié également dans d'autres lycées, beaucoup d'élèves qui viennent de l'immigration indo-chinoise. Oui, donc laotienne, cambodgienne et vietnamienne, qui étaient arrivées chez nous dans les années, fin des années 80 ou début des années 80, avec juste un t-shirt sur eux, et dont leurs enfants sont aujourd'hui dans les classes préparatoires ou en fac de médecine. Il faut se poser la question pourquoi eux y arrivent et les autres n'y arrivent pas. Ben, je crois que c'est des histoires de famille. Hein. Les mères indo-chinoises et les pères indo-chinois, ils sont des bûcheurs invétérés, voilà, donc, et ils sont absolument axés sur ce travail. Et dans les autres familles, il y a moins cette énergie, il y a moins cette volonté de faire progresser le... Voilà. Alors, parmi les points communs, il y en a quand même 2 qui sont ressortis. Alors au départ, ils cherchaient est-ce que tous ces élèves ont fait du latin ou pas. Une bonne partie en avait fait, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Certains n'avaient pas fait de latin.
bien que ça aide un petit peu. Mais les deux points communs qu'ils ont trouvés, c'est tous ces élèves avaient pratiqué la musique, donc avaient appris le solfège. Oui. Donc, et continuaient pour la plupart. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé l'enseignement de la musique. Alors, ils le faisaient à côté, le conservatoire. Oui, mais enfin, etc. il était un temps où il y avait des cours de musique, on l'a supprimé. Et donc, le devoir d'exigence, en fait, pour apprendre les notes musicales, etc., quand vous êtes dans un orchestre, vous êtes obligé, effectivement, de jouer quand on vous le demande, et pas avant, pas après, et de jouer exactement ce qu'on vous demande. Donc ça joue. Et l'autre point commun aussi qu'ils ont trouvé, il faut quand même le dire, c'est que tous ces enfants viennent de familles unies. Donc, oui, absolument. Ce ne sont pas des familles où les parents se parlent par avocat interposé. Et puis, notre infirmière le dit beaucoup, le temps consacré à des choses qui n'ont rien à voir avec l'école et qui ne relèvent pas du temps de l'école. Ah oui. C'est le temps de la piscine. Est-ce que c'est le rôle des profs de l'école d'apprendre à nager aux enfants? À faire de la voile. Sur le temps scolaire. J'habite quelquefois au bord de la mer et je vois le lundi matin des enfants sur des petits bateaux. Et je me dis, ils vont savoir manier une voile, mais ils ne sauront ni lire ni écrire. Donc ils ne pourront pas lire une carte et donc ils seront paumés en bateau. Non. Alors, peut-être au petit bémol près, c'est qu'un des principes dans l'éducation, c'est de capitaliser sur les points forts. Donc, le reste doit suivre. Oui, mais là, quand on est devant telle catastrophe pour ce qui est de la lecture et de l'écriture, il est urgent d'arrêter d'apprendre à nager. Enfin, je veux dire, on est... Alors, il y a quand même de moins en moins d'élèves ne savent nager aujourd'hui. Ça devient un problème. Il y a eu l'été dernier, il y a eu beaucoup de noyades. Ouais. Mais est-ce à l'éducation nationale? Pour moi, c'est pas à l'éducation nationale. C'est aux parents. C'est aux parents. Et on revient aux parents jeunes. Quand vous êtes jeune, c'est beaucoup plus facile d'emmener votre enfant à la piscine. Mais il y a des profs de natation. Oui, on devrait se battre pour la natation. Et puis la piscine, ça coûte pas cher. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas du golf. En tout cas, lisez ce livre, chers amis de TV Liberté, le livre de Don-Mine de Jean-Jacques, L'Hospice des jeunes. Ce titre est très fort. Un oxymore, oui. L'Hospice des jeunes, c'est tout de même bien signifiant. Alors, vous savez d'où venait cet oxymore? Bon, je voulais qu'il y ait effectivement un titre un peu percutant, mais à un moment, c'est décrit dans le livre. Oui. Il y a des manifestations contre la loi sur l'âge de la retraite. Oui. Et à l'appel de Louis Boyard, en fait... les enfants qui y vont, oui. Il y a des enfants qui manifestent, qui pensent déjà à la retraite, alors qu'ils n'ont même pas commencé, en fait, à gagner le premier centime. Donc oui, l'école devient un hospice. L'école devient un hospice, oui. Merci beaucoup, Don-Mine de Jean-Jacques. C'était un plaisir. C'est un livre qui est très beau et qui est à la fois douloureux, parce que le constat est quand même pas très gai, mais qui est une preuve d'humanité de ces infirmières scolaires qui font infiniment de bien et qui sont une sorte d'encre et de bouée de sauvetage pour des tas d'enfants dans ces endroits un peu concentrationnaires. Merci beaucoup. Je vous en prie, et c'était un plaisir. Et encore une fois, très bonne année, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec Renaud de Bourloff. Bonjour Renaud. Bonjour Anne, content de vous revoir pour cette nouvelle année 2026. Alors vous pouvez souhaiter tous vos meilleurs vœux. À tous nos téléspectateurs, bien sûr, cette belle année qui va venir. Et de bons films, et de bons spectacles. Et de bons films, voilà, on a déjà une partie du programme déjà pour l'année à venir. Oui, alors vous allez nous faire saliver à l'avance. Alors on commence par votre théâtre ou par mon oui, cinéma, je veux bien. Moi j'ai juste deux jolis spectacles que je vous propose. C'est Les Fables de La Fontaine, dites par Laurent Studer, qui est un acteur qui dit des Fables de La Fontaine depuis des années, dont certains. Et il y a un spectacle au Théâtre du Nord-Ouest. Vous savez que ce théâtre est absolument merveilleux et qu'il faut le fréquenter parce que c'est vraiment là que toute la grâce du théâtre opère.
Et les sièges sont pas très confortables, mais on ne va pas au théâtre pour être bien assis, on va au théâtre pour écouter un beau texte par d'excellents comédiens. Donc le Théâtre du Nord-Ouest, et puis à partir de janvier, donc le Théâtre du Nord-Ouest, le spectacle s'appelle Le Cabaret des Fables, et à la Comédie Saint-Michel, là, ça commence maintenant, c'est La Fontaine, maître d'école. C'est un spectacle illustré au piano et c'est en même temps une promenade dans Paris, toujours des fables de La Fontaine. Voilà. Et puis un autre spectacle qui est excellent, qui est un Sacha Guitry. On n'est jamais déçu par Sacha Guitry. Et ça s'appelle La Jalousie et c'est au théâtre de la Michaudière. Et il y a des décors somptueux et c'est d'une grande, grande finesse. Voilà, à vous, Renaud. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans les salles obscures pour l'année 2026 ? Alors, on parle beaucoup depuis plusieurs mois du film L'Odyssée de Christopher Nolan, avec Ulysse qui sera joué par Matt Damon. Alors, à mon avis, ce projet, ça promet, parce que Christopher Nolan est un des meilleurs cinéastes contemporains. Peut-être que vous êtes pas trop familière, Anne, de son cinéma. Bon, c'est la trilogie The Dark Knight. C'est pour ça que notre association est bonne. C'est que vous allez voir des films que je ne vais pas voir. Allez voir. Non, Christopher Nolan, c'est la trilogie The Dark Knight avec Batman. Alors, je suis pas vraiment un amoureux des films de super-héros, mais là, je veux dire que quand même le deuxième Batman, The Dark Knight de Christopher Nolan, m'a quand même impressionné. C'est un film exceptionnel et très surprenant, même pour quelqu'un qui est pourtant pas un familier du registre. C'est aussi Memento, un des films policiers, je crois, les plus originaux que j'ai vus, où l'histoire est racontée à l'envers. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est normal, parce que les films de Christopher Nolan sont souvent assez incompréhensibles, comme Inception ou comme Tenet, ces films futuristes qui ont des intrigues très très sophistiquées, presque trop sophistiquées, à tel point qu'on a l'impression qu'il joue avec le spectateur en l'embarquant dans un scénario. On ne sait pas trop où il veut l'embarquer. Mais je pense que c'est un jeu de sa part. Il joue avec le spectateur. Et par exemple, tous ces films sont visuellement époustouflants. Donc, à mon avis, l'Odyssée par Christopher Nolan, ça promet. Mais l'Odyssée, vous savez, c'est un grand mythe. Ce qui me fait peur, c'est de représenter ce personnage cet Ulysse, qui nous a fascinés, puisque nous avons été élevés avec l'Iliade et l'Odyssée. Alors, je crains, mais bon, j'irai le voir. On verra bien. Grâce à votre idée. Un peu plus sur des océans encore plus lointains, on aura le film Vaiana, vous savez, ce dessin animé Disney que je crois que vous n'aviez... Vous trouvez que les dessins n'étaient pas très beaux, mais là ce sera un film en prise de vue réelle. Oui. Vous savez, Disney, ils en font beaucoup, ils ont fait La Belle et la Bête, ils ont fait Mulan et d'autres de leurs dessins animés, ils les font maintenant en film de prise de vue réelle. Donc maintenant, Vaiana en prise de vue réelle, on va voir ce que ça va donner, on verra les paysages de la Polynésie. Alors voilà, Vaiana, c'est la petite fille qui veut aller, vous connaissez la petite fille polynésienne. Qui veut aller sur une île. Sur une île, sur une île inconnue. Voilà, elle veut affronter l'océan. Voilà. À mon avis, ça promet, de beaux paysages en perspective. Et puis retour en France avec un film événement, Les Misérables, nouvelle adaptation de Victor Hugo avec Vincent Lindon qui reprend le rôle de Jean Valjean, qui passe après Harry Bor, Jean Gabin, Lino Ventura, Gérard Depardieu. Voilà, maintenant, c'est à son tour. On aura Benjamin Lavergne dans le rôle de Thénardier, notamment. Benjamin Lavergne, vous savez, ce très bon acteur, une des étoiles montantes du cinéma français. Ça promet, parce que moi, je pense qu'on voit bien Vincent Lindon avoir l'épaisseur du personnage de Jean Valjean. Très bien. Et ça va compléter le Jean Valjean qui est sorti avant Noël. Voilà, dont on a parlé lors de notre numéro du mois de décembre. Voilà, tout à fait. En ce moment, on est vraiment dans la mode aux adaptations littéraires. On a eu Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, maintenant Les Misérables, bientôt Les Rois Maudits et toujours dans l'année. Ils vont refaire Les Rois Maudits ? Oui, tout à fait. Ce sera une nouvelle interprétation. Alors, normalement, le tournage, d'après les dernières informations, devrait commencer au cours de cette année. Je pense que pour le premier film, on ne va pas attendre 2027. Autre adaptation littéraire aussi, Maigret. Le commissaire Maigret revient avec Maigret et le mort amoureux. C'est Denis Podalides, cette fois-ci, qui va endosser le costume de Jean Gabin et de Bruno Kremer. Oui. Et de Gérard Depardieu aussi. Gérard Depardieu, Denis, ça c'est amusant, oui. Voilà,
Alors on va voir s'il va se hisser à la hauteur de Jean Gabin dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre. Je suppose que vous devez le connaître, celui-là. Très, très bon film d'ailleurs, Maigret et l'affaire Saint-Fiacre. On est un peu je le trouve fascinant celui-là parce que on est plongé dans la France rurale, dans un petit village d'après-guerre, alors qu'à l'époque, les films se passaient très souvent à Paris. Ça change un peu et on se prend un peu à rêver en imaginant, comment le village du Poitou ou de l'Auvergne ou de quelques régions que vous voulez vivait à cette époque-là. Quelque chose, au-delà de l'intrigue en elle-même, le film fait un peu rêver par certains aspects. Alors, puisque je vous parle de Maigret, est-ce que Maigret aujourd'hui aurait mené l'enquête autour du casse du Louvre? Parce que je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que l'année passée, l'année 2025, a été marquée par l'actualité culturelle autour du casse du Louvre. Et je me suis dit... Il y a beaucoup d'autres choses culturellement qui ont été cassées. Je ne voudrais pas vous dire, mais il n'y a pas que le Louvre. Il y a beaucoup de choses. Toutes les installations de sculptures stupides partout, c'est le grand casse de l'art. Mais bon, parlons du Louvre. On a beau dire, quand j'ai vu ce casse du Louvre, je me suis dit, les casses, on les préfère au cinéma que dans la réalité, vous ne trouvez pas? Ah oui. C'est sûr, parce que le Louvre, on a trouvé ça affligeant que des joyaux qui racontent notre histoire aient disparu. On se demande bien ce que les voleurs vont en faire. Ils vont sûrement récupérer l'or ou les matières précieuses, c'en est un peu affligeant. Au moins, au cinéma, moins ça nous fait rire, cette histoire de casse. Alors, si je vous parle, pour ça, je vous ai sélectionné quelques petites perles autour de ces films de casse, ou ces films de vol au sens large. Alors, si on parle de casse tout de suite, on va peut-être penser à la fameuse série Arsène Lupin, qui est un peu oubliée, celle avec Georges Descrières dans le titre. Fabuleux, Georges Descrières. Ça passe à la télé, bien sûr, bien avant ma naissance, mais moi, vous savez, j'aime bien voir des films qui datent d'avant ma naissance. Mais vous avez raison. Puis de toutes les façons, c'est le moment de le dire. Il faut, chers amis de TV Liberté, que vous cherchiez vous-même sur Internet les belles séries de jadis et les vieux films. C'est un exercice merveilleux parce que vous y trouvez des trésors que l'on ne trouve pas forcément sur les écrans en ce moment. Donc, se faire une séance de ciné-club à deux ou en famille plus nombreuse et regarder un bon film, c'est une joie merveilleuse, surtout en plein hiver. Surtout en plein hiver, oui. Et l'hiver n'est pas encore terminé. Mais je crois qu'il faut vraiment bien faire comprendre que sur Internet, on trouve tout. On trouve tout. Il y a beaucoup de sites, vous le faites vous-même, vous allez chercher ces films sur Internet. Donc je crois qu'il faut... Justement, parce que vous me parliez de l'hiver, un film qui va vous emmener un petit peu au soleil. Si je vous parle d'un vol d'une statuette dans un musée et où le héros va poursuivre les auteurs du vol jusqu'au Brésil, vous pensez peut-être tout de suite à L'Homme de Rio, bien sûr. L'Homme de Rio, c'est ça. L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal. L'histoire de la statuette, histoire très tintinesque. Ensuite, on pense tout de suite à Tintin et l'oreille cassée avec la statuette, au Secret de la licorne. C'est que les trois statuettes réunies font penser immédiatement aux trois bateaux réunis qu'indique le trésor. L'Homme de Rio, chef-d'œuvre de Philippe de Broca, mais Philippe de Broca a aussi fait d'autres films qui tournent un peu autour de cette thématique du casse. Et j'en ai sélectionné d'autres moins connus. L'Incorrigible. Toujours avec Belmondo dans le rôle principal. Alors c'est un petit chef-d'œuvre, une petite perle de culture malheureusement peu connue, et c'est bien dommage. Donc dans ce film, Jean-Paul Belmondo joue un escroc qui sort de prison où il a passé 3 mois. C'est un personnage totalement fantaisiste qui raconte que des mensonges absurdes que personne ne peut croire, mais en fait les gens y croient quand même parce que ça fait partie de la fantaisie du personnage. Et son nouveau projet, alors qu'il sort de prison, avec son complice joué par Julien Guillaumard, ce grand acteur de second rôle de l'époque, c'est d'aller dérober au musée de Senlis un triptyque signé Gréco. Donc c'est Philippe de Broca, c'est Jean-Paul Belmondo, c'est drôle, c'est fantaisiste, c'est original. Et il est retrouvé ? On le trouve en DVD. Pardon, le triptyque. Vous voulez que je raconte la fin, c'est dommage. Oui. Ah oui, aussi, rassurez-moi. Non, à la fin, ils renoncent à leur quête. À leur casse, voilà. Sinon, toujours de Philippe de Broca, autre chef-d'œuvre un peu méconnu, c'est l'histoire le Diable par la queue. C'est l'histoire d'une famille d'aristocrates désargentés qui vit dans un château en ruine et qui fait de l'hôtellerie dans ce château en ruine.
Quand je dis comme ça donne pas envie d'aller passer la nuit à l'hôtel là-bas, et qui a une astuce pour attirer les clients, c'est avec la complicité du garagiste voisin. Ah oui, qui... Le garagiste sabote leur voiture, il dit « Ah, ben, vous avez de l'hôtellerie pas loin ». Alors, cette famille d'aristocrates, donc vous avez la comtesse qui est jouée par Madeleine Renaud, son fils adulte joué par Jean Rochefort, et sa petite fille jeune adulte par Marthe Keller. Alors là, le nouveau poisson qu'ils ont ferré, c'est un individu joué par Yves Montand, avec 2 de ses compères. Ce qu'ils ne savent pas au début, c'est que ce sont des truands qui ont dans leur coffre une valise pleine de billets de banque, résultat de leur casse. Ouais, pas de doute, les casses, on les préfère au cinéma que dans la réalité. Et donc, dès qu'ils comprennent, tout de suite, ça va être un véritable jeu au chat et à la souris entre nos aristos et Yves et le truand joué par Yves Montand. C'était un bon sujet, oui. Oui, non, c'est là aussi. Dites-nous le titre. Le diable par la queue. Voilà, donc le diable par la queue. Il y a plusieurs sens au titre. Alors justement, je ne vous raconte pas la fin. Non, mais ils tirent le diable par la tout queue. À fait. Et ils ont accueilli un diable, en réalité. Et il y a aussi encore une autre signification de cette expression, un autre jeu avec les mots. Bon. Il y a cette expression qui est donnée à la fin du film. Mais d'abord, je ne vais pas vous raconter la fin. Non, racontez pas. D'accord. Et 2, vu que c'est un peu grossier, je vais m'abstenir de donner plus de précision, vous comprenez. D'accord. Toujours sur un registre assez léger, on a aussi Le Cerveau avec Belmondo et Bourvil, vous savez, avec ces deux nigauds qui veulent attaquer un train qui transporte de Paris à Bruxelles les fonds des nations membres de l'OTAN, parce que c'est le film qui a été fait au moment où la France venait de se retirer du commandement intégré de l'OTAN. Bizarrement, la France est revenue entre-temps, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bon, aussi Le Cerveau, je pense, film bien connu, pas la peine de m'attarder dessus, tout le monde connaît et tout le monde a rigolé devant celui-là. Le Cercle Rouge aussi, avec Alain Delon, Yves Montand, qui prépare le casse d'une bijouterie située place Vendôme, avec le commissaire de police joué par Bourvil, cette fois-ci dans un rôle surprenant, un rôle à contre-emploi, où il joue pas le rôle de nigaud sympathique, mais plus le personnage à la force tranquille. C'est un film très original, Le Cercle Rouge. C'est un peu la nouvelle vague, mais revue avec le style de Jean-Pierre Melville. Il a un style très particulier, un style très lent, avec son atmosphère mystérieuse. Et puis... Moi, je voudrais en rajouter un, c'est Le Clown, avec Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo et un couple préparent la casse d'une banque. Et tout se passe bien, mais il y a une faille, c'est que la femme du couple tombe amoureuse de Jean-Paul Belmondo. Je le dis parce que c'est quand même... Jean-Paul Belmondo est dans une cabine téléphonique puisqu'il communique avec son couple de gangsters et il a cette phrase magique « J'avais oublié le facteur humain ». C'est éloquent. Et je me le répète très souvent parce que souvent on oublie le facteur humain. Le Clown, je vous le conseille. Bon, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez encore quelque chose à nous dire? Deux, trois films encore. Alors allez-y. Cette fois-ci, non plus de la réalisation d'un vol, mais cette fois-ci, nos voleurs, comment ils font pour se débrouiller une fois qu'ils ont leur magot. Donc tout de suite, on pense, je vais recommander bien sûr Touchez pas au Grisby, le grand classique avec Jean Gabin et ses complices qui ont en leur possession une Ford qui contient 12 lingots d'or, je crois, ou 8 lingots d'or, je crois, de 12 kilos chacun, avec une bande rivale qui est sur l'affaire aussi. Donc ça, c'est la référence du film de Truand qui était très à la mode à l'époque. Et puis sinon aussi, une autre référence, l'histoire d'une Cadillac qui roule de Naples jusqu'à Bordeaux avec à son bord le plus gros diamant du monde. Le Yun Kun Kun, peut-être que vous avez reconnu la référence. Non. Un film qui a épaté tous les petits et grands de 7 à 77 ans. Oui. Nos spectateurs l'ont reconnu, c'est Le Cornio, bien sûr. Ah oui. Avec Louis de Funès et Bourvil. Oui. Très bien. Cette liste est belle. Si vous avez eu des cartes cadeaux pour Noël, vous savez ce que vous pouvez en faire. Il faudrait la donner, votre liste. Parce que c'est des films qu'on trouve encore sur la toile, non ? En tout cas, on les trouve certainement en DVD. Ou en DVD, partout. Merci beaucoup, Renaud de Bourlove. Vous nous avez vous avez comblé notre panier de beaux livres, de beaux CD. De beaux films, de beaux DVD. De beaux DVD. Merci beaucoup et très bonne année à vous. Et bonne année à vous aussi. Au revoir, chers amis de TV Liberté.